Avec Maude, on a réfléchi à la manière dont vous présentez cette problématique du harcèlement sexuel en 1 heure, et c'est vraiment une gageure parce que la question du harcèlement sexuel, elle est intéressante, et c'est pour ça que moi je me lasse pas de traiter ce sujet alors que ça fait 15 ans que je travaille à l'association. Elle est intéressante parce qu'elle a la croisée des chemins du droit, et donc c'est principalement la matière qu'on va mobiliser nous deux ce soir, mais également de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire, de la politique, du politique, évidemment. Et donc, voilà, il y a tout ça qu'on voulait mêler aussi dans notre présentation. L'idée, c'est que vous repartiez d'ici avec une idée concrète, une idée claire de ce dont on parle, mais aussi avec quelques repères, notamment des repères historiques et des repères des points de bascule dans le combat qui a été mené depuis plus de 30 ans pour fournir des droits aux salariés victimes de harcèlement sexuel au travail et salariés EES pour une écrasante majorité. En introduction, moi j'avais envie de vous dire, de repartir du début, en fait, de la genèse de cette histoire, parce qu'elle permet de comprendre où on en est aujourd'hui et le chemin qu'on a parcouru. Le délit de harcèlement sexuel, il date de 1992. Très exactement 7 ans après la création de l'AVFT, donc l'association que je représente ici ce soir, qui a été créée précisément avec pour principal objectif d'outiller les salariés victimes de harcèlement sexuel, puisque à l'époque, donc en 1985, il n'y avait absolument rien qui permettait à ces personnes, et principalement des femmes, d'engager les diverses responsabilités qui se présentent dans ce type de dossier, à savoir la responsabilité pénale d'une personne, le plus souvent d'un homme, auteur du harcèlement sexuel, et la responsabilité de l'employeur, qui a aussi un certain nombre d'obligations que désormais le Code du travail met à sa charge, et on espère que ça va durer. Et on y reviendra dans la deuxième partie. Pendant 7 ans, l'association a agi pour que le droit français se dote à la fois d'une infraction pénale qui réprime le harcèlement sexuel. Donc l'infraction pénale, c'est ce qui permet de mettre en cause la responsabilité du harceleur lui-même, mais aussi d'un dispositif qui permet d'engager la responsabilité des employeurs, qu'ils soient employeurs du secteur privé ou du secteur public, puisque, en tout cas pour ce qui concerne les dossiers de la VFT, 25% des personnes qui nous saisissent sont des fonctionnaires, des agentes publiques, donc, qui relèvent non pas du Conseil de prud'homme, mais du tribunal administratif. Donc, au bout de ces 7 années de travail qui ont consisté à aller rechercher des bonnes pratiques à l'étranger, à recueillir des centaines de témoignages de salariés confrontés à des agissements de harcèlement sexuel dans le cadre de leur travail, la VFT a publié une proposition de loi qui a été reprise par des députés, inscrite à l'agenda, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et discutée au cours de l'année 1991, puis votée en 1992. Évidemment, donc, le texte qui était celui qui avait été pensé à l'époque par les militantes de l'association n'est pas celui qui a été voté finalement, puisque le texte voté est très très loin de l'idée que nous, à l'association, on se faisait de cette loi. Et donc pour comprendre la dégradation, la déperdition en fait de droit qui s'est passée entre notre proposition de loi et le texte qui a été voté, en fait il suffit de lire les débats parlementaires pour comprendre l'incroyable résistance d'une Assemblée nationale, d'un Parlement dans son ensemble encore plus masculin qu'aujourd'hui, donc l'incroyable résistance qui s'est exprimée pour que ce texte ne soit pas voté ou qu'il soit voté en préservant au maximum des privilèges sexuels masculins ancestraux. Donc, ces débats parlementaires, n'importe qui peut les lire, ils sont encore téléchargeables sur le site de l'Assemblée nationale, et vous pourrez découvrir, par exemple, un député
s'exprimant à la tribune en disant que tout ça, c'est... voilà, le harcèlement sexuel, certes, c'est pas bien, mais quand même, il ne faut pas exagérer, que passer par la loi, c'est quand même... voilà, on était déjà dans la rhétorique des dérives à l'américaine, hein, qu'on resserre encore de temps en temps aujourd'hui, même si c'est dans des proportions moindres, qui disait, pour lutter contre le harcèlement sexuel, nul besoin de loi, il faut mieux éduquer nos enfants, mieux éduquer les petits garçons, certes, mais aussi apprendre aux petites filles à ne pas provoquer. Un autre, donc lui, c'est un certain Monsieur Clément, hein, qui a été ministre de la Justice quelques années plus tard. Puis, on a aussi entendu un autre député dire que tout ça, c'était une histoire de mode, que le harcèlement sexuel, c'était un délit à la mode, que ça allait finir par leur passer. Donc, comprendre les associations féministes. Et lui, c'était Jacques Toubon, qui est donc notre actuel défenseur des droits et qui, donc, 25 ans plus tard, est un incroyable promoteur de la cause des victimes de harcèlement sexuel, qui intervient dans nos dossiers, qui donc ne manque pas une occasion de rappeler à quel point c'est grave le harcèlement sexuel et à quel point c'est important de lutter contre. Et donc moi j'aime bien rappeler cette histoire-là parce que donc soit on considère que c'est une histoire d'opportunisme, peut-être, mais en tout cas, moi, avec ma vision plutôt optimiste, j'ai envie de penser qu'en 25 ans, les gens peuvent changer, peuvent aussi être influencés par des mouvements sociaux, par l'évolution des mentalités, et voilà, et qu'en fait, rien n'est jamais complètement perdu, puisque même Jacques Toubon, défenseur des droits aujourd'hui, qui était fervent opposant à la loi en 1992, est aujourd'hui un fervent promoteur de ce texte et a présenté des observations en soutien des salariés de la gare du Nord, d'Ache-Régnier à la gare du Nord, ici présents, et a contribué à cette victoire. Donc ça, c'est 1992, le texte qui sort fait du harcèlement sexuel, le fait de harceler autrui en utilisant des menaces, des contraintes, des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc on a donc une définition du harcèlement sexuel qui est exclusivement orientée du point de vue du harceleur et du point de vue du but qu'il cherche à atteindre, pour le dire de manière triviale, de coucher avec sa victime. Donc nous, ça ne nous satisfait absolument pas parce que, certes, les femmes qui saisissent la VFT, pour certaines d'entre elles, décrivent des manœuvres combinatoires, des manœuvres, des pressions dans le but d'obtenir un acte sexuel, mais une très grande partie d'entre elles nous disent... nous, on n'est pas bien sûr que c'est ça qu'ils recherchaient. En fait, c'est un acte de nature sexuelle. En fait, on a plutôt l'impression que le harcèlement avait pour visée de nous humilier, de nous intimider, voire de nous écarter du travail parce qu'on représentait une concurrence, d'exprimer, d'ancrer en fait une domination qui pouvait être à la fois hiérarchique et masculine. Et voilà, c'était pas forcément ça le but. Et de fait, dans l'application de la loi dans les années suivantes, il y a tout un pan, en fait, des faits qui sont portés à notre connaissance et pour lesquels les femmes se battent pour les faire reconnaître par la justice, qui échappent à l'activité juridictionnelle, parce qu'on n'arrive pas à démontrer le but du harceleur d'obtenir ces fameuses faveur, c'est comme ça que le texte était rédigé, faveur de nature sexuelle. Et d'ailleurs, comme je vous disais en introduction que cette thématique est intéressante parce qu'elle est à la croisée de tout un tas de disciplines, mais également de la linguistique, parce qu'on voit bien que les mots qui sont utilisés sont toujours excessivement parlants, et que là, que le législateur de 92 ait choisi le terme de faveur pour décrire ce qui est en réalité du registre de la violence, on voit bien qu'il n'avait pas compris ce dont il s'agissait. Donc on est plutôt, on est allé chercher un mot qui appartient plutôt au registre de l'amour courtois du XVIIIe siècle, plutôt que des manœuvres qu'on dit dolosives en droit, c'est-à-dire des pressions, de la violence, etc.
Donc ça, c'est 1992. Il y a eu 1992, et donc je fais un bond en avant de 20 ans, 2012. 2012, on a eu un nouveau texte, mais il n'est pas tombé du ciel. Et entre 1992 et 2012, il s'est passé tout un tas... Enfin, il y a eu un certain nombre de modifications législatives, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces modifications, qui nous fait dire, et on n'est pas les seuls, hein, des profs de droit pénal, des chercheurs spécialisés le disent également, que le délit pénal de harcèlement sexuel, c'est le délit qui a été le plus malmené de tous les délits pénaux du Code pénal français. C'est celui qui a fait l'objet le plus de modifications, de retouches avant un événement dont certains et certaines d'entre vous se souviennent peut-être, donc 2012, son abrogation par le Conseil constitutionnel. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais pour comprendre ce qui s'est passé en 2012, il faut faire un tout petit retour arrière, il faut s'arrêter à 2002. En 2002 est votée la loi de modernisation sociale. C'est cette loi qui introduit le délit de harcèlement moral en France. À l'occasion de cette loi, un sénateur exactement dépose un amendement pour modifier la définition du harcèlement sexuel. Amendement qui est voté sans le moindre débat et adopté, et qui transforme la définition que je vous ai citée il y a quelques minutes, en fait, qui la dépouille de ce qu'on appelle en droit pénal ses éléments constitutifs, et le harcèlement sexuel devient le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc on n'a plus ce qu'on appelle les modes opératoires du harceleur. Ils ont disparu. On n'a plus, d'ailleurs j'avais oublié de vous le dire, dans les éléments constitutifs, l'abus d'autorité, qui était une condition légale pour que le délit soit caractérisé. Donc pour le dire en clair, le harcèlement sexuel ne pouvait être le fait que d'un supérieur hiérarchique et pas d'un collègue de même niveau hiérarchique, quand bien même il aurait commis exactement les mêmes faits. Donc ça, l'abus d'autorité passe à la trappe, et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque dans nos dossiers, des collègues harceleurs sexuels, il y en a, puisque le pouvoir n'est pas seulement issu du positionnement hiérarchique. Hein, les rapports de pouvoir, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça peut venir d'expériences de vie, ça peut venir du fait que ça peut venir d'une différence des sexes, ça peut venir d'une différence ethnique, ça peut venir de tout un tas de paramètres qui sont étrangers au lien hiérarchique. Donc ça disparaît en 2002 et c'est tant mieux, mais disparaît en fait tout ce qui fait la substance de ce délit, qui du coup perd ce qu'on appelle en droit pénal son élément matériel. Puisqu'on n'a plus la description dans le délit, on n'a plus la description des agissements qui sont prohibés. Le harcèlement sexuel, c'est le fait de harceler, donc on est sur une pure tautologie, le fait de harceler dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, et ça, les faveurs, ils les ont gardées, ils se sont accrochés à la notion de faveur de nature sexuelle. Dès 2002, l'AVAFT souligne que le délit, tel qu'il est nouvellement rédigé, pose un certain nombre de problèmes d'application, de compréhension, de lisibilité, mais également qu'il est contraire à un principe constitutionnel qui s'appelle le principe de la légalité des délits et des peines, qui exige que tout délit pénal comprenne à la fois un élément matériel, donc la description des agissements prohibés, et un élément moral, qui est soit la conscience du harceleur de commettre l'infraction, soit une intention bien particulière, ce qu'on appelle en droit pénal un dol spécial, c'est-à-dire ce qui est le cas dans la définition du harcèlement sexuel, le fait de harceler dans un but en particulier, celui d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc là, dans cette définition, on n'a plus l'élément matériel, et nous, on s'en sert comme levier, en réalité, pour tenter de faire modifier cette définition dans un sens lucide, dans un sens qui soit conforme à la réalité de ce que les femmes décrivent dans leur relation de travail et qui permette réellement qu'elles puissent faire valoir leurs droits.
Donc 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, inlassablement nous répétons cette analyse. Nous découvrons que dans les manuels de droit de première année de fac, au chapitre sur le principe de la légalité des délits criminels, ce fameux principe constitutionnel, on donne un exemple d'infraction qui ne respecte pas la norme, c'est le délit de harcèlement sexuel. Donc on découvre qu'on n'est pas les seuls à le dire, que des profs de droit, des chercheurs en droit disent la même chose. Et pour autant, à la chancellerie, on nous renvoie des sourires polis en nous disant que ce n'est pas une priorité, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et 2008, donc en 2008, il y a une nouvelle réforme. C'est la réforme de la Constitution. Donc, a priori, c'est assez éloigné de notre sujet de ce soir. Sauf que la réforme de la Constitution, elle introduit une nouveauté qui tient en 3 lettres, que vous connaissez peut-être, les 3 lettres QPC. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, la QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à un justiciable, au cours d'une procédure judiciaire, en gros, d'interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité de la loi qui lui est appliquée à la norme constitutionnelle. Donc, cette QPC, elle rentre en vigueur en 2010. Et donc, nous, on commence à avoir très peur, parce qu'on est absolument convaincus qu'un jour, un harceleur sexuel va déposer une QPC pour faire abroger le délit de harcèlement sexuel. Donc, cette prédiction ne se fait pas attendre. L'année suivante, en 2011, un certain Gérard Ducret, qui n'est pas n'importe qui, puisque avocat de son État, donc particulièrement bien placé pour se saisir de ses droits, ancien ministre, sous Giscard, également adjoint à la sécurité de sa ville, à Villefranche-sur-Saône, est condamné pour harcèlement sexuel à l'encontre de 4 agences municipales, 3 policières municipales, une agente administrative de la police municipale qui est sous son autorité directe. Si j'avais le temps, je vous raconterais un peu l'histoire de cette procédure, mais malheureusement, je ne peux pas ce soir, mais c'est tout à fait passionnant. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire un texte qui est sur notre site, qui est en fait le récit de l'audience qui le condamne finalement. Et le titre de l'article, c'est Gérard Ducret ou l'histoire d'un homme qui a compté fleurette, parce que c'est comme ça qu'il s'est défendu en fait, devant la cour d'appel en disant qu'il n'avait fait que compter fleurette. Et donc vous comprendrez tous les enjeux de cette histoire, mais donc ce Gérard Ducret est condamné pour harcèlement sexuel en première instance, il fait appel, la cour d'appel de Lyon confirme sa condamnation, il se pourvoit en cassation, et à l'occasion de son pourvoi en cassation, dépose cette fameuse QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui est transmise au Conseil constitutionnel, lequel Conseil constitutionnel constate l'illégalité de la loi, abroge le délit, le 4 mai 2012, sans avoir pris le soin de faire ce qu'il avait pourtant la possibilité de faire, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'on appelle des mesures transitoires, c'est-à-dire dire que le délit n'est pas conforme, mais qu'on retarde son abrogation, et qu'en attendant, on donne des consignes d'interprétation au juge pour qu'il l'interprète en conformité avec la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel choisit de ne pas faire ça, et donc porte la responsabilité de l'abrogation du délit de harcèlement sexuel en 2012, et donc de ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique de toutes les procédures en cours à cette date. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'étaient battues, souvent depuis des années, avec énormément d'énergie, en y mettant aussi pas mal d'argent, pour faire valoir leurs droits, se retrouvent en fait face à une décision qui est totalement incompréhensible, qui est qu'elles ne peuvent poursuivre. Les procédures ne peuvent se poursuivre parce qu'il n'y a plus de loi. Donc là, c'est le 4 mai 2012. Ça a été médiatisé juste après l'élection de François Hollande. Alors, en fait, ça a fait grand bruit à l'époque. Le 4 mai 2012, c'était l'avant-veille du 2e tour de l'élection présidentielle. Et donc, le 5 mai 2012, c'était un samedi.
Trêve médiatique. Donc, les médias n'ont plus le droit de parler la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, en fait, ils ont un sujet qui vient de leur tomber sous la main, qui est l'abrogation du délit de harcèlement sexuel. Donc, le 5 mai 2012, toute la journée, les médias en parlent. Et en fait, nous, on pensait que ça allait se tarir. Mais il se trouve que pendant 10 jours, les journaux continuaient d'ouvrir sur l'abrogation alors que François Hollande venait d'être élu. Donc ça a vraiment pris le pas en fait sur l'élection présidentielle de manière assez incroyable en fait. Et donc le 5 mai 2012, les deux candidats au deuxième tour s'engagent à ce que le délit de harcèlement sexuel, son rétablissement, soit le premier chantier législatif après leur élection, et ça a été chose faite. Parce qu'effectivement, la loi qui rétablit un délit de harcèlement sexuel, la loi du 6 août 2012, a été la première loi votée après la mise en place du nouveau gouvernement. Et donc, on en vient à cette loi, qui est donc toujours celle qui est applicable aujourd'hui, 5 ans plus tard, qui a complètement... Nous, on parle de révolution copernicienne dans la définition du harcèlement sexuel. On s'est complètement éloigné du standard de 1992, de ses faveurs de nature sexuelle, puisque on a même oublié en fait l'intention de l'auteur d'obtenir quoi que ce soit dans cette définition du harcèlement sexuel, qui est devenue le fait d'imposer des propos et comportements à connotation sexuelle répétés, qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, ou alors créer un environnement hostile, dégradant ou offensant. Donc la définition, elle est bâtie non plus sur l'intention de l'auteur, mais sur les conséquences pour les victimes. Donc les conséquences qui sont donc matérialisées par l'atteinte à la dignité et donc ou la création d'un environnement intimidant, hostile, offensant. Donc voilà ce texte. Depuis 2012, l'AVFT, avec ses camarades de lutte, avocates et notamment Maude, s'emploie à faire appliquer ce texte à la fois devant les juridictions pénales et devant les juridictions du travail, que ce soit le Conseil de prud'homme ou le tribunal administratif pour les fonctionnaires, avec avec énormément de difficultés. Pour des raisons qui ne sont pas forcément reliées directement à ce contentieux-là, mais de délai de justice, de manque de moyens de l'institution judiciaire, etc., mais également avec énormément de difficultés liées à l'appréhension par les magistrats, par les juges, de ce qu'est le harcèlement sexuel, de son seuil du degré de gravité. Énormément de difficultés aussi, et principalement sur le plan pénal, parce que 5 ans plus tard, 93% des plaintes sont toujours classées sans suite, y compris dans des bons dossiers, y compris dans des dossiers dans lesquels on n'a pas de problème de preuve, parce que ces classements sont faits pour une grande partie d'entre eux en opportunité, c'est-à-dire que ils font l'objet d'un classement horizontal directement parce qu'un magistrat qui a ça de dossiers de procédures sur son bureau doit en choisir 5%, 10%. Donc les dossiers élus pour avoir droit à un procès devant un tribunal correctionnel, et que entre un délit d'agression sexuelle aggravée sur mineur et des faits de harcèlement sexuel sur une femme majeure, le choix va être vite fait. Voilà. Donc c'est un problème à la fois de moyens, mais c'est aussi un problème de politique pénale et de priorité que se donne le ministère de la Justice, les parquets, et donc l'État dans ces dossiers-là. Ceci étant, que ce soit sur le plan pénal, dans le domaine du droit du travail, on a quand même obtenu des décisions qu'on n'aurait pas obtenues si la loi n'avait pas été modifiée. Donc ce soir, je crois qu'on va surtout s'intéresser au droit du travail, mais pour le dire rapidement, en droit pénal, par exemple, on a obtenu des décisions où les victimes étaient tétanisées, étaient effrayées par le harceleur et donc n'étaient absolument pas en mesure
d'opposer un refus manifeste, un refus concret, un refus agressif face au harcèlement sexuel. Et pour autant, on a quand même gagné avec des juges du fond, des cours d'appel qui disent que le défaut de consentement de madame découle de son silence, par exemple, en renversant l'adage que vous connaissez bien, qui ne dit mot consent. Donc on a des décisions, on en a obtenu quelques-unes depuis 2012 au pénal, où les juges disent qui ne dit mot ne consent pas. Ou alors on a obtenu assez récemment devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence une décision où la salariée, pendant toute une première séquence, parce qu'elle était extrêmement mal à l'aise et ne savait pas comment réagir, donc elle avait un supérieur, non, c'était pas un supérieur hiérarchique, un collègue qui passait un temps incroyable à faire des commentaires sur sa poitrine, ça faisait rire tout le monde, et donc pendant des semaines, en fait, elle riait avec tout le monde en espérant que ça leur passe et que ça allait s'arrêter. Donc, devant le tribunal correctionnel, monsieur a prétendu qu'il n'avait eu aucun moyen d'identifier que ça ne la dérangeait pas dans la mesure où elle riait avec les autres. Pour autant, il a été condamné pour harcèlement sexuel parce que le tribunal a considéré qu'il fallait prendre en considération le fait que le rire pour cette femme était une stratégie de défense et que d'ailleurs mettre les rieurs de son côté, c'est l'expression qui est utilisée par le tribunal, c'est un classique dans les dossiers de harcèlement sexuel où la victime ne veut pas se couper du collectif de travail. Et si tout le monde rit, on ne peut pas faire autrement que rire avec les autres, au risque, si on ne le fait pas, de ne plus pouvoir partager des moments de socialisation collective dans l'entreprise, de ne plus pouvoir aller déjeuner à la cantine avec les autres, etc., etc. Et tout ça a été analysé dans ce jugement, et ça, on ne l'aurait pas eu avant. En droit du travail, je crois qu'après ça, j'aurais fait le tour de ma partie, si ce n'est qu'il faudrait que je rajoute un mot sur la dénonciation calomnieuse et la diffamation. Je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être dans les questions. Il y a deux acquis jurisprudentiels très importants depuis 2012 dans les dossiers de l'association, qui sont le fait qu'on a réussi à obtenir d'une cour d'appel la reconnaissance d'une notion juridique nouvelle que cette cour d'appel a désignée comme le harcèlement sexuel environnemental. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a parcouru un chemin quand même, on a parcouru énormément de chemins entre l'ancienne loi où le harcèlement sexuel, c'était de manière caricaturale un homme qui mettait la pression à une femme pour obtenir qu'elle cède à ses avances sexuelles, à cette décision de la Cour d'appel d'Orléans de février 2017, où on nous dit que le harcèlement sexuel, ça peut aussi être un environnement de travail qui est connoté sexuellement et qui porte atteinte à la dignité d'une salariée en particulier, même si elle n'est pas visée par ces agissements. Dans ce dossier-là, la victime était journaliste dans une rédaction en open space à la Nouvelle République du Centre-Ouest, à côté de Tours. Et donc elle avait 25 ans d'ancienneté. Elle n'avait jamais eu le moindre problème et était arrivée à la rédaction des nouveaux confrères, des nouveaux collègues, des jeunes hommes qui passaient leur journée à faire des commentaires sur leur partie de jambes en l'air du week-end, à faire des commentaires extrêmement désobligeants à caractère sexuel sur les femmes en général, à mettre des économiseurs d'écran à caractère pornographique sur leurs écrans, et au moment où elles pensaient être tranquilles, quand ils étaient en reportage, en fait, dès qu'elles levaient la tête, elles tombaient sur leurs écrans et elles n'étaient jamais tranquilles. Et puis, il y a eu un élément déclencheur, en fait, qui est le jour où ils avaient une consoeur d'une autre rédaction au téléphone. L'un d'entre eux avait cette consoeur au téléphone. Il raccroche et après il dit à la cantonade, celle-là, si elle croit que c'est comme ça que je vais lui mettre un doigt dans la chatte, 3 petits points. Donc le harcèlement sexuel, c'est pas forcément cette chose un petit peu discrète, insaisissable qu'on peut imaginer, hein. Ça peut être extrêmement grossier, extrêmement vulgaire, extrêmement obscène, et c'est souvent le cas dans nos dossiers. Et donc elle va le voir en disant non mais tu parles pas comme ça en fait des collègues quoi, et il lui dit non mais je comprends pas où est le problème, tu n'es pas visée.
à partir du moment où tu n'es pas visé, je ne vois pas de quel droit, en fait, tu peux te plaindre. Donc, je vous la fais courte. Elle en parle au directeur de la rédaction, à son rédacteur en chef, etc. Tout le monde lui rit au nez, tout le monde lui dit que c'est pas si grave que ça, qu'elle n'est pas visée, qu'elle n'a pas le sens de l'humour, etc., etc. À force de se battre contre des moulins à vent, elle finit par tomber malade, être licenciée pour inaptitude. Et on se retrouve avec ce dossier en se demandant qu'est-ce qu'on fait, de quoi s'agit-il, est-ce qu'on peut attaquer cet employeur pour harcèlement sexuel. Donc on décide de le faire. Et le Conseil de prud'homme de Tours et la Cour d'appel d'Orléans nous donnent raison en disant que le harcèlement sexuel peut être environnemental, que c'est pas forcément, il ne prend pas forcément son origine dans le cadre d'une relation interindividuelle. Et peu importe si les autres salariés exposés à ce type d'agissement n'y ont pas vu le moindre problème, parce qu'évidemment cet employeur avait produit un nombre très conséquent de témoignages devant le Conseil de prud'homme de salariés et notamment de femmes qui disaient que c'était un peu lourd, mais que de là à dire que c'était insupportable, il y avait un pas qu'elles ne franchiraient pas. Donc elles étaient sous l'autorité hiérarchique de cet employeur, donc c'était difficile pour elles d'aller plus loin dans leur déclaration. Et donc le Conseil de prud'homme puis la Cour d'appel dit qu'il suffit qu'il y en ait une qui considère que sa dignité est atteinte par ces agissements pour que nous, juges, on puisse considérer que c'est du harcèlement sexuel à son encontre à elle, même si les autres ne considèrent pas être victimes. Donc ça, c'est la première décision tout à fait nouvelle obtenue en février 2017. Et puis on a eu une autre en juin 2017, qui est vraiment l'exact contraire de celle-ci, puisqu'on obtient de la Cour de cassation, dans un de nos dossiers, que le harcèlement sexuel puisse être caractérisé par un acte unique. Donc on voit bien que là, on est sur une notion juridique qui est très très vaste, entre un harcèlement sexuel environnemental, donc fait d'une multitude d'agissements qui créent un environnement sexuel complètement délétère, et de l'autre côté, un acte unique de harcèlement sexuel. Un acte unique suffit à caractériser le harcèlement sexuel et à engager la responsabilité de l'employeur. Dans ce dossier-là, c'était une jeune femme. Le dossier est très compliqué, mais bon, elle avait dénoncé énormément d'agissements qui ne se limitaient pas au harcèlement sexuel, mais il y avait aussi des agressions sexuelles et des viols pour lesquels on avait été en but à un acquittement par la cour d'assises, et la procédure prud'homale avait repris derrière. La cour d'appel avait considéré qu'il y avait un acte qui était établi, mais que ça ne suffisait pas à caractériser le harcèlement sexuel, nous avait débouté, et la cour de cassation donc casse cet arrêt en disant mais en fait la cour d'appel a constaté comme établi que monsieur qui avait 40 ans de plus qu'elle lui propose, alors qu'elle a un coup de soleil et qu'elle a 18 ans, de venir dans sa chambre pour qu'il lui étale de la crème sur le corps et pour lui faire du bien. Dans le contexte du dossier, ça suffit à considérer, ça suffit à caractériser le harcèlement sexuel. Il y a un acte unique. Voilà. Donc voilà, ce faisant, la Cour de cassation va complètement à rebours du texte qui exige, lui, des actes répétés, ce qui est un peu étonnant, mais qui, nous, en tout cas, nous satisfait, puisque ça permet d'obtenir réparation pour des femmes qui, soit sont exposées à un acte unique de harcèlement sexuel qui a des conséquences graves pour elles, soit n'arrivent à en prouver qu'un seul. Voilà, alors qu'il y en a une multitude d'autres. J'ai plus de salive, donc je vais te passer la parole. Je vais prendre le relais. Moi, j'ai bu plein d'eau, donc j'en ai plein. Je peux repartir pour un petit moment. Oui, alors, il était essentiel, en effet, de faire cette présentation historique, puisqu'elle permet de répondre à un certain nombre d'idées reçues qu'on a du harcèlement sexuel. Parce que quand on en parle, beaucoup de personnes pensent notamment que le harcèlement sexuel, c'est obligatoirement fait par un supérieur hiérarchique, qu'il faut qu'il y ait donc cette notion d'autorité. Donc, vous avez compris que c'était un élément qui avait disparu de la loi. Donc, le harcèlement sexuel peut exister entre collègues. On pense aussi que le harcèlement sexuel, c'est uniquement s'il y a une volonté d'avoir une relation sexuelle. Vous avez compris que c'était en effet longtemps dans le texte et que ce n'est plus le cas. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de volonté d'avoir un rapport sexuel pour pouvoir qualifier le harcèlement sexuel. Et vous avez compris également, avec l'évolution législative et jurisprudentielle qui vous avait été présentée, qu'on peut ne pas être directement victime de propos de harcèlement sexuel et pour autant estimer
qu'on peut faire qualifier le harcèlement sexuel à son encontre, parce qu'il est évident que quand on est une femme et qu'on vit dans un environnement à connotation sexuelle où la femme est réifiée en permanence, remise à l'état du statut d'objet. On est des travailleuses, on a envie d'être dans une situation de travail et de ne pas être réduite à cette fonction sexuelle. Et même si on n'est pas directement réduite à cette fonction sexuelle, et voir qu'on est dans cette ambiance de travail-là peut être particulièrement humiliante, vous le reconnaîtrez. Vous serez d'accord avec ça, j'imagine, mesdames. Donc, évidemment, le harcèlement sexuel et environnemental, c'était pas gagné. La VFT a réussi à obtenir cette jurisprudence-là et on espère que dans les dossiers, on va de plus en plus faire reconnaître cette possibilité d'être reconnu comme victime quand on est dans une ambiance de travail extrêmement sexiste et qui peut être qualifiée d'harcèlement sexuel. Alors, moi, je vais essayer plus exactement de vous expliquer ce que c'est que le harcèlement sexuel donc aujourd'hui et comment on se défend face à des faits de harcèlement sexuel. Donc, vous l'avez compris, la définition, c'est des faits ou des comportements à connotation sexuelle. Dans la loi, on dit que c'est répété, mais la jurisprudence vient nous dire que non, pas forcément. Et qui portent atteinte à la dignité de la femme, souvent, puisque ce sont majoritairement des femmes qui sont victimes, ou qui créent une situation humiliante, offensante. Et il y a le deuxième aspect de la loi qui prévoit, mais bon, grâce à la jurisprudence qu'a obtenue la VFT, finalement, cet aspect est un peu moins important, mais qui prévoit qu'un acte unique suffit, si c'est une pression grave, pour obtenir des relations sexuelles. Maintenant, avec cette jurisprudence, on peut estimer, moi j'estime, on peut estimer que l'acte soit très grave ou que ce soit simplement des propos à connotation sexuelle. À partir du moment où il est unique, on pourrait faire condamner l'employeur pour harcèlement sexuel. Donc voilà la définition de la loi. Et tout de suite, on va aborder un thème pour que vous l'ayez plus en tête, parce que moi, on n'arrête pas de me le répéter, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à draguer sur les lieux de travail, autour de la machine à café? Est-ce que la séduction est morte? Parce que moi, honnêtement, vu la nature de mes dossiers, je m'étais jamais posé la question spontanément. Je me la pose depuis que je suis invitée sur des plateaux télé, et que c'est la première question qu'on me pose, et que je vois que ça éveille une angoisse tellement générale que je ne pense pas pouvoir passer à travers cette question et pouvoir être entendue par la suite. Donc je vais crever le problème. Pourquoi moi je ne me posais pas vraiment la question? C'est que dans nos dossiers, il n'y a aucune confusion possible. Une femme, quand vous pensez qu'il n'y en a que 5% qui saisissent ces juridictions, je peux vous dire que celles qui saisissent ces juridictions, c'est pas parce qu'on les a invitées à aller au restaurant ou qu'on leur a dit que leur jupe était belle. Non, c'est pas ça qu'on a dans nos dossiers. Dans nos dossiers, on a des femmes qui reçoivent en SMS avec des photos attachées le sexe de leur patron. On a des femmes qui reçoivent des mails pornographiques où elles disent qu'elles n'ont pas envie de recevoir ces mails pornographiques, mais pour autant, elles vont se faire suivre dans la boucle toute la journée. On a des femmes qui, lorsqu'elles passent sur le quai pour aller faire le nettoyage, ont des simulations d'actes sexuels devant elles toute la journée. Quand elles vont faire le nettoyage des toilettes, vont se faire frotter par derrière par le supérieur hiérarchique avec le sexe en érection. Voilà les dossiers qu'on a. Donc, la drague là-dedans, moi personnellement dans mes dossiers je ne l'ai jamais vu, mais alors imaginons maintenant qu'une femme puisse se dire qu'elle va aller porter plainte parce qu'elle se fait draguer. Est-ce que l'homme peut se faire poursuivre pour harcèlement sexuel? Non, il faut se rassurer. Dans la drague, il y a quand même cet aspect quand même, la drague c'est la façon un peu rigolote de parler de séduction. Hein. Donc dans la séduction, bien évidemment, il y a le sentiment d'échange. Donc dans le sentiment d'échange, il y a la recherche de consentement. Et quand on est dans la recherche de consentement, on n'est a priori pas dans l'atteinte à la dignité. Donc ce sont des concepts qui sont totalement différents. Et à partir du moment où on est dans la séduction, si on est vraiment dans la séduction et qu'on est vraiment dans le sentiment de consentement, une femme n'ira a priori pas porter plainte. Si maintenant on se fiche totalement du consentement de l'autre, qu'on fait comme s'il n'existait pas, eh bien oui, on peut être dans une atteinte à la dignité. Il faut donc se poser la question de ce qu'on est en train de faire. Et j'ai envie de le dire qu'on doit se poser d'autant plus la question quand on a une autorité dans l'entreprise, que cette autorité, en effet, elle vienne du fait qu'on est un supérieur hiérarchique, ou qu'on peut avoir d'autres types d'autorités. Hein. Les syndicalistes peuvent avoir une autorité dans l'entreprise, alors même que toute la journée, ils disent qu'ils luttent contre le patron, il n'en demeure pas moins qu'ils ont une autorité morale reconnue par les femmes, qui peuvent être aussi, qui sont en admiration dans le travail qui est fait, donc ils ont une autorité de fait.
Eh bien, quand on est quelqu'un qui a de l'autorité dans l'entreprise, on doit être encore plus vigilant. Parce que la femme, quand elle va montrer son non-consentement, elle va le faire en effet, peut-être en faisant des rires, peut-être en évitant le chemin de l'homme quand il se dirige vers son bureau. Et elle ne va pas forcément lui dire, monsieur le patron, non, je ne suis pas d'accord avec votre drague un peu lourde, mêmes effets délétères visiblement, avec votre drague un peu lourde, elle va en effet passer par d'autres modes pour exprimer qu'elle n'est pas d'accord, et c'est souvent le silence. Sauf qu'en effet, on peut subir sans être dans l'acceptation, et le silence, c'est pas forcément l'acceptation. Donc maintenant que on a mis de côté ce débat sur la drague, la séduction, le harcèlement sexuel, pour pouvoir bien se défendre, il faut comprendre qu'on peut agir devant 2 juridictions différentes. Les juridictions répressives, les juridictions pénales. Et là, à ce moment-là, la victime va agir contre la personne physique qui l'a harcelé. Donc contre l'auteur du harcèlement, qui peut donc, comme on l'a vu, être un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail, mais également un collègue, un client. Ça, c'est important parce qu'on peut se dire, à partir du moment où l'employeur n'a pas un lien de subordination avec le client, est-ce que pour autant il est responsable du harcèlement sexuel? On l'a obtenu dans un certain nombre de décisions, et notamment j'ai à l'esprit une coach sportive qui était une vraie guerrière. Elle était championne de gymnastique, de je ne sais plus quoi, parce que je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, c'est pas la fille, on pense qu'elle va s'écrouler pour la première chose qui arrive, ce qui est d'ailleurs en règle générale jamais le cas des gens qu'on défend, c'est toujours des combattantes. Cette femme avait été harcelée systématiquement par les clients de la salle de sport. Donc elle faisait des démonstrations d'abdominaux, on lui disait qu'on allait la prendre en levrette, enfin c'était ça, sa journée en permanence. Les hommes ne voulaient jamais ranger les poids dans la salle de sport parce que c'était son rôle de coach femme de le faire. Donc en gros, elle vivait un enfer, et elle l'avait évidemment dit à ses employeurs, et il se cachait derrière le fait qu'il n'avait pas d'autorité sur les clients pour pouvoir agir. Bon, ils ont perdu, et nous, on a gagné, et cette salle de sport a été condamnée. Donc, que ce soit un collègue, un patron, un supérieur hiérarchique ou un client, il y a des modalités pour pouvoir se défendre. Donc, on peut agir au pénal contre cette personne, et au prud'homme, donc également, puisque l'employeur a une obligation de sécurité de résultat dans l'entreprise. Et donc, s'il se passe des faits de harcèlement sexuel, il va falloir, pour dégager sa responsabilité, qu'il prouve qu'il a tout mis en œuvre pour éviter que ces faits se déroulent. Et dans la plupart des dossiers, ils n'ont rien fait en œuvre pour que ces faits ne se déroulent pas. Les chiffres du défenseur des droits sont éloquents en l'espèce. Il n'y aurait que 18% des entreprises qui ont un système de prévention en matière de harcèlement sexuel. Bon, donc ça fait quand même un certain nombre qui ne font rien pour éviter que ça se passe. Donc quand il y a des faits de harcèlement sexuel, en règle générale, dans nos dossiers, on se rend compte qu'on est confronté à une absence totale de prévention de l'employeur, parce que ces faits-là, finalement, ne sont pas bien difficiles. Donc on va devant les conseils de prud'homme pour obtenir un certain nombre de dommages et intérêts. Des dommages et intérêts qui sont liés au harcèlement, on demande des dommages et intérêts pour le harcèlement sexuel subi, dont doit répondre l'employeur. Donc il doit aussi réparer le préjudice du harcèlement sexuel qui a été fait par l'agresseur. L'employeur doit répondre. Il doit également répondre de son comportement s'il a été discriminant suite à la révélation des faits de harcèlement sexuel, parce que ça, c'est un grand classique aussi. 40% des femmes qui révèlent les faits d'harcèlement sexuel à leur employeur subissent des représailles professionnelles. Ça s'appelle de la discrimination. Et la discrimination, ça se condamne au prud'homme, mais également au pénal, il faut le savoir. On peut même poursuivre les DRH si on le veut. Ça, c'est un ajout également dans la loi de 2012. Donc, il y a une possibilité donc, de se défendre sur le fondement de la discrimination. On peut demander aussi des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention. Donc on peut cumuler un certain nombre de dommages et intérêts. Et évidemment aussi contester le licenciement, puisque dans la majorité des cas, les femmes perdent leur emploi sous diverses formes. Elles le perdent ou parce qu'elles ont révélé les faits et l'employeur va subitement découvrir que cette femme, qui pendant 15 ans avait été parfaite, devient totalement incompétente. Pire, elle fait des fautes graves. Donc, dans les suites de la révélation, cette salariée va perdre son travail pour des raisons disciplinaires ou d'insuffisance professionnelle. Ça, c'est un des premiers cas. Sinon, la femme va tomber malheureusement malade. Elle va être en arrêt maladie.
Et il va se produire cette double injustice qui est qu'elle va perdre son emploi du fait de sa maladie, puisqu'elle va être dans l'incapacité de retourner travailler là où elle a subi le harcèlement sexuel, donc elle va être licenciée pour inaptitude. Ou alors, elle va prendre acte de la rupture de son contrat de travail, c'est-à-dire qu'elle va faire ce que vous pensez être une lettre de démission, mais en fait, ça s'appelle une prise d'acte, c'est une lettre de démission motivée, et qui va expliquer que l'origine de la rupture du contrat de travail est dans le comportement fautif, harcelant de l'employeur. Donc, ce sont 3 modes de rupture du contrat de travail qui, chacune, vont permettre d'aller se défendre au prud'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que souvent les femmes se disent « mais si le médecin me déclare inapte, il a raison de me déclarer inapte, je suis inapte. Comment aller contester ça devant un prud'homme ?» Eh bien, parce que la jurisprudence est claire, si la source de l'inaptitude est le comportement fautif de l'employeur et le harcèlement, eh bien alors le licenciement est entaché de nullité et il devient illégal. La prise d'acte, oui, elle est partie. Elle a décidé de partir. Alors, comment contester ça si elle a décidé de partir ? Elle a décidé de partir parce que, encore une fois, l'origine du départ, c'est le comportement fautif de l'employeur. Et donc, on peut faire requalifier ça en licenciement nul, donc un licenciement illégal. Et quant au licenciement pour insuffisance professionnelle, là, il faut que le dossier ait été un petit peu bien monté en amont et qu'on ait une trace chronologique qui permette de montrer que subitement, il y a des fautes qui sont reprochées alors qu'elle a révélé des faits de harcèlement sexuel. Donc j'ai envie de dire que des fois, c'est les dossiers un petit peu les plus difficiles parce que malheureusement, quand on est harcelé sexuellement, on n'est pas au top dans le travail, comme quand on est harcelé moralement. Hein. Les fautes sont évidemment plus facilement commises et donc là, il va falloir démontrer ce lien chronologique et de causalité en fait, entre le harcèlement et puis l'invention de griefs fallacieux. Donc on peut les défendre sur ces deux terrains. Alors, au pénal, quelles sont les problématiques, maintenant que vous avez compris ce qu'on pouvait, là où on pouvait se battre quand on est victime de harcèlement sexuel, quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes qui saisissent les juridictions, parce que sans doute est là l'explication du pourquoi aussi il n'y en a que 5% qui saisissent les juridictions, c'est que quand je vous disais que c'était un parcours des combattantes, c'est un parcours des combattantes. Et pourquoi elles se taisent, pourquoi elles ne parlent pas pendant des années, etc. Parce que ce n'est pas facile de se faire entendre, mais aussi on sait qu'on va être confronté à des procédures qui ne sont pas toujours faciles. Donc la première difficulté au pénal, c'est quand même, il faut le dire, l'accueil fait dans les commissariats. C'est tout de même assez... Alors je ne vais pas faire de généralité qu'on ne pourrait pas contester. J'ai reçu il y a quelques jours une femme dont l'accueil a été merveilleux, mais quand je dis, vraiment, je n'avais rien à faire dans le dossier si ce n'est de lui dire, écoutez, vous êtes entre de bonnes mains, donc on va laisser les policiers faire les choses, et là, vu comment c'est parti, on va avoir un renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est évident. Une officier de police judiciaire, franchement, j'en avais jamais vu comme ça dans les dossiers. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est un accueil pas très favorable. Quand c'est un accueil, des fois c'est même un accueil de refus, c'est-à-dire qu'on va dire aux femmes « Oula, mais ça c'est sur le lieu de travail, c'est du civil, c'est du prud'homme, allez au prud'homme ». Non, c'est un délit aussi. Qui dit délit, dit pas main courante. C'est enregistrement d'une plainte. Donc il faut absolument se battre pour d'abord faire enregistrer sa plainte. Donc si on est renvoyé vers la main courante, il faut y retourner, éventuellement aller dans un autre commissariat, puisqu'on n'est plus obligé d'aller forcément déposer la plainte là où on habite ou au lieu de l'infraction. Donc il faut, si le dossier, si la femme a envie vraiment d'aller au pénal, il faut insister pour pas que ça soit une main courante. Ensuite, la problématique qu'on rencontre devant les commissariats de police, ça va être cette absence de vouloir enquêter, qui s'explique, selon moi, pour deux raisons. Les policiers sont dans un monde qui est celui que l'on partage, c'est-à-dire un monde sexiste, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Donc, a priori, le harcèlement sexuel n'est pas super bien accueilli. Et deuxièmement, le harcèlement sexuel, c'est un délit qui ne fait pas du chiffre immédiatement. Il est beaucoup plus facile d'aller choper un sans-papier au coin à la Chapelle, où on va tout de suite faire du chiffre et le mettre dans l'avion, que d'aller enquêter sur les collègues de travail qui pourraient témoigner du harcèlement qui a été vécu, etc. Donc ce sont des dossiers, en effet, qui vont nécessiter du travail. Et ils n'ont pas forcément envie de le faire. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit, mais finalement, ces dossiers, ils sont classés sans suite parce que c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Alors, hier encore, j'étais dans une émission où la magistrate répétait ça. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est quand même à la victime de constituer son dossier. C'est elle qui a la charge de la preuve. Mais on rêve, on n'est pas aux États-Unis. On passe notre temps à nous dire qu'on n'est pas aux États-Unis quand on ne veut pas nous accorder des dommages et intérêts qui ressemblent à quelque chose pour le harcèlement sexuel. Mais quand il s'agit de savoir qui doit enquêter, d'un coup, c'est nous qui devons enquêter. Voilà. Non, l'enquête, c'est le parquet, et c'est donc les policiers sous l'égide du parquet. Donc,
on doit arriver devant les services de police, certes, il faut les guider, parce que sinon il ne se passera rien, il faut quand même être assez honnête, mais ce n'est pas vous qui allez pouvoir aller interroger les anciennes salariées, c'est pas vous qui allez pouvoir aller demander le livre d'entrée et de sortie du personnel pour connaître l'identité de ces anciennes salariées. C'est pas vous qui allez pouvoir convaincre les salariés témoins de pouvoir témoigner, alors qu'un policier, souvent, des salariés qui ne veulent pas témoigner de façon spontanée quand ils sont face à l'inspection du travail ou un policier, ils vont témoigner plus facilement. Donc en effet, il faut être derrière les policiers pour leur dire c'est à vous de faire l'enquête. Et malheureusement, dans la plupart des dossiers, ils ne le font pas. La difficulté qu'on rencontre aussi au pénal, c'est que normalement, on a un interlocuteur privilégié qui est l'inspection du travail. C'est lui l'enquêteur privilégié dans l'entreprise, c'est lui qui connaît comment fonctionne l'entreprise. Dans la majorité des cas, les inspecteurs du travail sont très volontaires pour le faire, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens parce que quand on dit qu'on veut favoriser la prise de parole et les enquêtes et qu'en même temps, il y a 20% de moins d'inspecteurs du travail depuis 2009, que d'ici janvier 2018, il y aura 10% moins des effectifs en région Île-de-France. 16%. 16 16%. Ok, c'est encore augmenté par rapport aux prévisions que Laure avait soulignées dans l'Humanité. Donc 16% de moins des effectifs, bien évidemment, après dire mais oui, on va lutter contre le harcèlement. Quand on entend Pénicaud dire on va lutter contre le harcèlement sexuel dans l'entreprise et j'ai une super idée, je vais interroger les partenaires sociaux, t'es mignonne, mais enfin bon, ça fait quand même un petit moment que les partenaires sociaux te parlent sur ce sujet et que faudrait peut-être aussi parler aux associations qui sont spécialisées en la matière. Voilà, visiblement on va interroger les partenaires sociaux, mais en attendant, on casse totalement l'inspection du travail. Et également les CHSCT, qui étaient là où les femmes pouvaient prendre la parole. Donc les CHSCT disparaissent, l'inspection du travail est cassée, mais par contre, on incite les femmes à parler, tout va bien se passer. Bon, donc voilà, c'est l'une des autres difficultés au pénal, c'est que normalement, au pénal, on pourrait aussi avoir l'inspection du travail qui fait son enquête, qui saisit le parquet et qui déclenche des poursuites, et ils ne peuvent plus, malheureusement, le faire. Donc, on arrive à un certain nombre de classements sans suite dans ces dossiers, vous l'avez compris. Et ces femmes, quand on dit classement sans suite, je ne dis pas relax. Il faut comprendre la différence entre un classement sans suite et une relax. C'est que la relax, on a au moins eu la dignité de pouvoir entendre ce qu'un juge avait à nous dire sur le dossier. On a pu s'exposer devant un juge. On a pu exposer le dossier devant un juge. Donc, il y a eu un débat. Le harceleur a dû au moins répondre devant la loi. Il y a une relax parce qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est le jeu de la justice. Mais ce qui n'est pas le jeu de la justice, c'est que ces femmes, elles n'ont même pas le droit de voir un juge. C'est-à-dire qu'elles vont au commissariat, le parquet dit c'est classé sans suite, et ça s'arrête là. Elles ne vont même pas débattre devant une juridiction de ce qu'elles ont subi. Donc c'est inadmissible en France. Alors on a beaucoup de leçons à donner à des pays éloignés où les femmes sont voilées, où vraiment ils traitent très très mal leurs femmes. Mais alors moi, quand je vois qu'aujourd'hui il y a des gamines de 11 ans dont on dit que le consentement est respecté et qu'il y a 90% des... Voilà, je pense qu'on n'a pas trop de leçons de morale à faire quand même. Il faut un peu faire le ménage devant sa porte. Même si, évidemment, même à l'étranger, il y a des choses critiquables. Mais bon, cet achat de bonne conscience est un peu pénible de temps en temps. Alors, donc vous avez compris la définition, vous avez compris qu'on peut aller au pénal, qu'on peut aller au prud'homme. Et il y a quelque chose qui est quand même assez important à comprendre quand on va au prud'homme, c'est qu'on a tout de même, pour le coup, là c'est nous qui devons apporter des éléments de fait de preuve. Ça s'appelle, on doit présenter en fait des faits qui laissent présumer le harcèlement sexuel. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve. Et là, c'est quelque chose qui nous est favorable. Qui a été aussi acquis de longues luttes. Mais désormais, une femme, lorsqu'elle saisit une juridiction au prud'homme, elle ne doit pas prouver directement le harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas arriver typiquement avec le témoignage du collègue de travail qui va dire « Ah bah oui, j'ai vu ce jour-là qu'il n'arrêtait pas de lui parler de ses seins, et puis le jour d'après de ses fesses, et le jour d'après, il lui disait que franchement, il imaginait sa bouche sur son sexe, etc. » Non, là, on n'a pas besoin d'avoir de témoin direct. Il suffit d'avoir des éléments de fait qui laissent présumer. Donc c'est quoi en pratique ? C'est qu'il va falloir qu'avec différents éléments, on crée une histoire globale qui rend tout à fait crédible le récit de harcèlement sexuel. Et après, ça sera à l'employeur de dire « mais non ». Là, elle vous dit, par exemple, que son certificat médical qui correspond au moment où elle révèle les faits de harcèlement sexuel, on a un certificat médical qui dit que là, elle a un arrêt de travail et qu'elle commence à prendre des médicaments, etc. En fait, non, c'est pas du harcèlement sexuel parce que dans sa vie privée, elle a eu ça, etc. Mais vous voyez, on présente des éléments et à l'employeur de les démonter.
Et donc les éléments qu'on présente et qui sont retenus par la Cour de cassation, ça peut être des récits, des révélations à l'employeur, donc des courriers que la victime fait elle-même. Elle va révéler des faits, elle va dire j'ai été victime, etc. Elle va pouvoir par exemple saisir l'inspection du travail, les délégués du personnel, l'employeur, et elle va avoir un récit cohérent. Ça c'est déjà un élément, des faits qui laissent présumer un harcèlement. Quand on les ajoute avec, par exemple, des certificats médicaux qui montrent que c'est concordant à partir du moment où elle a révélé des faits de harcèlement sexuel, où elle les a datés, il y a une dégradation de l'état de santé. Il va y avoir aussi, la Cour de cassation estime que le fait de porter plainte au pénal est aussi un élément qui laisse présumer le harcèlement sexuel. Vous allez avoir aussi les témoignages indirects. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le témoin, le collègue de travail, mais vous avez même quelqu'un de la famille qui vient dire, en effet, depuis qu'elle a révélé ces faits-là, on peut constater qu'elle mange moins, qu'elle a perdu du poids, qu'elle a pu la même envie de rire, elle a pu envie d'aller au parc avec les enfants. Voilà. Vous avez un certain nombre d'éléments qui laissent dans leur globalité présumer harcèlement et à l'employeur de s'expliquer sur ce qui pourrait objectivement justifier cet état de fait-là. Donc, on est vraiment sur un aménagement de la charge de la preuve qui est favorable et je pense que là-dessus, on atteint vraiment quelque chose qui est satisfaisant, si ce n'est qu'il manque quelque chose qui est très étonnant, qui est que la preuve directe qu'on nous reproche toujours de ne pas avoir, elle n'est pas acceptée devant les juridictions civiles. Et cette preuve directe, c'est les enregistrements qu'on peut prendre à l'insu du harceleur. On pourrait se dire comme ça, on a un enregistrement, c'est génial, c'est acquis, j'ai été licenciée après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel, j'ai l'enregistrement béton de mon patron qui est en train de me harceler, sûr, au prud'homme, je gagne. Et d'ailleurs, tout le monde se dit ça. Qui pourrait penser qu'on ne peut pas gagner avec un enregistrement? Eh bien non. Au pénal, depuis l'affaire Bettencourt, c'est assez clair. Le majordome avait enregistré Madame Bettencourt à son insu. Il y a eu une décision qui a reconnu que les enregistrements, même pris à l'insu, au pénal, pouvaient être retenus. Donc ce qui est sûr, c'est que pour faire condamner la personne physique agresseur-harceleur, au pénal, ces enregistrements seront reçus. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que pour faire condamner le patron, ces enregistrements-là, par contre, ils ne vont pas être reçus. Ils ne vont pas être reçus parce que ce qui est qualifié de loyal, ce qui est qualifié de justifiable, en tout cas devant les juridictions pénales, va être qualifié de déloyal devant les juridictions civiles. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'une femme, dont une des seules façons de se protéger va être de se dire « je vais l'enregistrer, comme ça j'aurai la preuve après, et personne ne pourra remettre ma parole en question », parce que c'est ça qui est insupportable pour ces femmes, c'est de voir leur parole remise en question. Eh bien, je vais le produire, et non, on va dire « non, madame, en fait, vous avez été super déloyale quand il s'agit de son intimité. Hein » Donc, non, en fait, on refuse votre preuve. Et je ne vous dis pas ça comme ça en absolu. On a perdu un dossier il y a 1 an à la Cour d'appel de Paris où la femme avait dans ses enregistrements ces échanges-là. Madame Bidule, la seule chose qui pourrait compromettre nos relations professionnelles, c'est le personnel, vous savez. Mais monsieur Bidule, je vous ai déjà dit que je vous aimais pas. Mais qui vous parle d'amour, madame Bidule? Je vous demande juste d'avoir une relation sexuelle avec moi. Mais je vous ai dit que je vous aimais pas, monsieur Bidule. Mais je ne vous parle pas d'avoir un coup de foudre, ça viendra en le faisant, ou je ne sais plus, un truc du genre. Non, il lui dit exactement sur l'enregistrement, tu peux pas dire que ça va pas te plaire, tu essayes d'abord, tu dis ensuite. Voilà. Il est mignon. Hein. Et ça à 2 reprises, hein, des enregistrements par téléphone et en direct, lors d'un déjeuner professionnel auquel elle n'osait pas dire non pour y aller. Donc c'est bien qu'on est dans la démonstration même qu'on ne peut pas dire non à son patron facilement et que pour autant on subit des choses et elle en avait la preuve qu'elle avait subi puisqu'elle dit non sur les enregistrements systématiquement, non. Lui en garde à vue, il avait dit, il ne savait pas qu'il y avait des enregistrements au début. Il dit non, jamais, je n'ai jamais fait ça à ma salariée. On lui met les enregistrements et là il dit, face aux enregistrements, je ne peux plus lutter. Je ne peux plus lutter. Génial. C'est dit, alors là, l'entreprise, elle va payer. Mais bon, on n'était pas complètement stupides, on savait qu'on avait un petit risque, que c'était des enregistrements clandestins. Donc on a préparé le dossier en amont, mais comme des malades, on avait 10 pages, je sais pas, je les ai imprimées là, 6 pages d'argumentation sur le fait qu'on ne pouvait pas parler de déloyauté pour ces femmes qui enregistrent finalement un trouble à l'ordre public. On n'est pas dans l'intimité, elles ne sont pas là pour violer la vie privée de leur harceleur, elles sont là pour faire reconnaître un trouble à l'ordre public. C'est quand même complètement différent. Et on était aussi monté jusqu'aux directives européennes pour montrer que le droit européen était là en fait pour accueillir ces preuves. Enfin, on avait vraiment une argumentation béton. Et on était soutenu par le défenseur des droits. Et il y avait le défenseur des droits qui soutenait notre argumentation juridique. Donc on s'était dit, où on a le dossier,
qui va permettre à toutes les femmes de se balader avec leur iPhone et paf, enfin iPhone ou autre téléphone qui enregistre. Pas de pub pour Mac particulièrement. Et donc on était super contents parce qu'on y croyait vraiment. Et on a perdu. Je m'en remets toujours difficilement. On a perdu et avec une décision totalement hypocrite qui est qu'ils ont quand même jugé le licenciement nul parce que cette femme avait été licenciée après avoir révélé les faits de harcèlement sexuel à la société mère qui est au Portugal. Elle avait été licenciée parce qu'elle était devenue nulle, hein, comme toutes les femmes qui révèlent le harcèlement sexuel, mais qu'en plus, elle avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel à l'entreprise mère et que c'était des faux faits de harcèlement sexuel. Elle avait été licenciée pour insubordination aussi. Elle a été licenciée pour insubordination parce qu'elle s'était battue avec son supérieur hiérarchique. Ça, c'était grave. Elle se défendait. Donc, et en plus, elle s'était même pas battue, la pauvre. Donc, si au moins elle s'était battue, peut-être qu'elle en sortirait avec. Alors, donc, voilà, donc je sais plus où j'en étais tellement ce truc m'a déclenché. Donc ça, c'est un de nos combats actuels, hein, faire reconnaître les Oui, c'est un des deux. Bon, donc oui, elle avait quand même gagné le licenciement parce que la cour d'appel avait eu l'hypocrisie de dire... Elle avait eu 2 temps dans son raisonnement. Le premier temps de dire c'est un acte déloyal d'enregistrer son employeur à son insu, donc je ne reconnais pas le harcèlement sexuel, donc tous les dommages et intérêts du harcèlement sexuel, rien. Par contre, le licenciement est illégal parce qu'on l'a licencié pour avoir révélé des faits de harcèlement sexuel, mais vous ne prouvez pas qu'elle ment. Donc on a gagné la nullité du licenciement. Mais honnêtement, la dame, là, nous, on était dépités, mais elle, en plus, elle s'était prise l'abrogation, la pauvre. Elle faisait partie des dossiers où au pénal, elle n'avait pas pu aller plus loin parce qu'il y avait eu l'abrogation. Et quand on dit abrogation, ça veut dire vide juridique, c'est-à-dire que tous les dossiers qui étaient en cours, ils sont tombés. Donc elle s'était prise l'abrogation de la loi et elle se prenait les magistrats de la cour d'appel qui l'a jugée déloyale parce qu'elle avait voulu se protéger contre des faits de harcèlement sexuel. On a souhaité l'inciter à faire un pourvoi en cour de cassation et elle nous a dit, alors que c'est aussi une battante, franchement, cette dame, elle nous a dit « j'en peux plus. En fait, je veux plus aller plus loin. Si vous avez besoin de moi pour communiquer sur ce dossier-là, je serai toujours présente. » Et c'est vrai qu'elle est toujours présente. Dès qu'un journaliste me dit quelles sont les difficultés que vous rencontrez, je dis l'enregistrement clandestin, appelez Madame Bidule. Et elle le fait systématiquement. Mais elle nous a dit, moi, les recours, je n'en peux plus. Parce que l'autre difficulté, c'est que ça dure longtemps. Évidemment, ça... Oui. Dans quelle année ? C'était l'année dernière, 2016. Donc, nous sommes allés en cour de cassation et nous attendons donc l'autre dossier qui nous permettrait de faire trancher ça. Mais vous avez bien compris que les délais de justice étant tels que si je rentre un dossier maintenant, je le ferai juger en cour de cassation dans 6 ans. Donc, notre intérêt est de faire en sorte que le législateur se saisisse de la question et tranche cette problématique en disant que quand quelqu'un est victime sur son lieu de travail d'un trouble à l'ordre public, et que par définition, ce trouble à l'ordre public se fait à l'abri du regard des autres, eh bien, ce n'est pas une preuve déloyale que d'enregistrer son employeur. Oui, alors, on va aller plus vite. De toute façon, je crois que j'ai fini. Si ce n'est de dire que juste que les ordonnances Macron que les ordonnances Macron sont... on vous dit en permanence qu'il y a les barèmes, que c'est pas grave les barèmes. Ça, je vous dirai pas tout ce que je pense des barèmes, si ce n'est le plus grand mal. Ça, c'est une chose. De côté, je dis juste que c'est une aberration aujourd'hui, ces barèmes. Mais en tout cas, on légitimise les barèmes en disant, vous inquiétez pas, les licenciements les plus graves ne sont pas concernés, notamment les licenciements qui ont pour origine des faits discriminatoires, et notamment le harcèlement sexuel. Sachez juste tout de même que les prises d'actes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de partir en motivant, ont failli être concernées par les barèmes. Et c'est parce qu'on a réagi en disant c'est scandaleux, parce que la VFTF a été communiquée, parce que le défenseur des droits a dit il faut changer la loi, que là, il y a un amendement qui vient d'être pris et que sans doute la loi va être changée. Puis sinon, Pénicaud disait je vois pas du tout où est le problème. Voilà. Alors que publiquement, on disait que le harcèlement sexuel n'était pas atteint. Et il y a aussi la dernière chose que l'on veut obtenir pour pouvoir faire évoluer le droit et la défense des femmes qui luttent contre le harcèlement sexuel, c'est que les sanctions des employeurs soient enfin à la hauteur de leur comportement. Aujourd'hui, le minimum qui est fixé, c'est 6 mois de salaire. 6 mois de salaire, quand on travaille au SMIC, c'est moins de 10 000 euros. Si un employeur sait qu'il a moins de 10 000 euros à payer parce qu'il a licencié quelqu'un qui a révélé des faits de harcèlement sexuel ou quelqu'un qui a été témoin des faits de harcèlement sexuel, ça ne va pas l'inciter à mettre en place des préventions dans l'entreprise. Donc il faut enfin que le législateur se saisisse de ça. En 2014, on a failli avoir une très bonne loi qui disait
c'est 12 mois de salaire au lieu de 6 mois, plus un rappel de salaire entre le licenciement et le moment où il y a le jugement. Alors là, pour le coup, on est content qu'il y ait des délais importants, parce que quand il y a 4 ans de procédure, ça voulait dire quand même 1 an, et 4 ans, ça voulait dire 5 ans. Donc enfin, on était sur la bonne modalité de sanction des employeurs. Ça a été supprimé par le Conseil constitutionnel pour des raisons non pas de fond, mais de forme. Ça a été réintroduit, c'était la seule chose qui était bien, qui avait été réintroduite dans la loi El Khomri. Ça n'a pas duré longtemps, puisque Macron vient de le supprimer. Donc, voilà, on vous dit que les ordonnances Macron, ça n'atteint pas les victimes de discrimination, c'est totalement faux. Et donc les 2 combats qu'on a à l'heure actuelle, c'est en effet de faire sanctionner les employeurs de façon plus importante et d'avoir ces enregistrements clandestins. Alors, on a eu, oui, juste je voulais présenter, maintenant je finis, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, on a aujourd'hui la concrétisation qu'on peut avoir des vraies victoires, puisque ce soir, nous font le plaisir d'être là un certain nombre de travailleurs et travailleuses de la gare du Nord qui se sont battus pendant 5 ans et qui ont obtenu une décision au Conseil de prud'homme, d'abord grâce à eux et grâce à leur combat quotidien. C'est des salariés qui sont restés en poste dans l'entreprise pendant tout le combat, jusqu'à ce que 2 perdent leur poste parce qu'ils ont été victimes de discrimination évidente, dont un a perdu son poste parce qu'il a eu le courage de témoigner pour les autres femmes. Donc, ils nous font le plaisir d'être là ce soir. Il faut savoir qu'ils travaillaient pour le prestataire de la SNCF, qui, dit en passant, ne trouve visiblement pas sa problématique de continuer son contrat de prestation de service avec cette entreprise, qui a donné lieu, donc je vous dis, à un jugement. Pourtant, on n'a pas dit qu'ils gagnaient parce qu'il y avait des éléments qui laissaient présumer. Hein. Ils ont gagné parce qu'il y a des preuves dans ce dossier. Il y a des preuves et le juge est intraitable avec H. Régnier. Je dis son nom, c'est pas grave, c'est public, on s'en fout. Avec H. Régnier. Je ne sais plus jamais quand je peux dire ou pas dire, mais là la procédure est finie. Donc, et voilà, donc ils sont là ce soir. Moi je pense qu'il faut vraiment leur faire un accueil chaleureux. Et notamment aussi de Nassima. Oui, mais enfin, vous avez dit, voilà. Et je voulais aussi dire un mot pour Nassima, parce qu'il faut savoir que dans ces dossiers, ce qui fait qu'on gagne, c'est aussi le collectif. Et dans ce dossier, il y avait un merveilleux collectif. Sudrail a été là du début à la fin, parce que Marilyn, moi et le défenseur des droits, on n'est pas dans l'entreprise. Par contre, le syndicat est dans l'entreprise. Et franchement, si Nassima n'avait pas été là, je crois que vous êtes tous témoins que ça aurait été très difficile. Donc Nassima avait fait un travail extraordinaire au quotidien et puis elle a subi quelquefois ma mauvaise humeur quand elle arrivait au cabinet avec 200 pièces et que je dis « Ah mais Nassima, vous avez rien trié, je vais mourir !» Après, vous avez compris que j'étais intraitable. Ouais. Oui, c'est un dossier qui fait à peu près 4 tomes. Donc voilà, là, c'est vraiment un beau travail collectif qui a été fait et donc un beau succès. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez... est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Dans tous les cas, moi, je tiens à vous remercier. Attends, on va faire passer le... Tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Je suis très ému parce que après 5 ans, c'était vraiment très dur à tenir. J'encourage toutes les dames à parler. Micro. Pardon? Peut-être qu'il est trop loin, non Voilà. C'était très dur à tenir 5 ans, difficile, et c'était très dur pour mes collègues surtout. Parce que dénoncer leur employeur, dire que j'étais victime de violences sexuelles de la part de mon chef, c'est très dur. Et, en tous les cas, on a eu de la chance de rencontrer Madame Marie Bacca, qui nous a été, franchement, on remercie beaucoup. Et notre avocate, c'est la meilleure. Non, j'aime bien sincèrement. On est très content d'être défendus par vous. Merci 1000 fois. Et j'encourage toutes les dames à aller voir Madame Marilyn Badak et contre la 6 heures. Il a un tout petit bureau, mais il a un grand travail. Merci en tous les cas, Madame. Merci beaucoup. Ma collègue, il n'arrive pas, c'est normal pour la comprendre, parce qu'après 5 ans de... Oui, non, mais on comprend, pendant 5 ans, de se justifier. Elle a beaucoup de courage et je la remercie beaucoup d'être là en tout temps. Merci. Moi, je veux juste dire qu'il faut faire plier la SNCF. Il faut faire plier la SNCF parce qu'ils ont reconduit le contrat après la décision du défenseur des droits. Ils l'ont reconduit de 3 ans. Quoi. Voilà. C'était juste après. Là, pour les remercier, il leur a donné un contrat de 3 ans. C'est ça la SNCF.
Oui, donc là, la SNCF enfin, nous, notre objectif, c'est de la faire se justifier un petit peu sur ses choix commerciaux. Voilà. Parce qu'il y a des contrats de prestation, évidemment, de services. À mon avis, je ne suis pas une spécialiste des marchés publics, mais il doit y bien avoir une clause qui dit que quand le sous-traitant viole un certain nombre d'obligations, on peut résilier le contrat. Mais j'ai envie de dire que même s'il y a pas, ils n'ont pas négocié le contrat de prestation de service en prévoyant ces clauses, la SNCF, tout de même, vu son statut, doit se poser la question de si elle ne doit pas quand même risquer en effet de payer éventuellement des dommages et intérêts à Ashreigné parce qu'elle résilie avant l'heure, mais continuer à sous-traiter tout le nettoyage de la gare du Nord à des employeurs qui ont des chefs d'équipe dans leurs équipes qui agressent les femmes, parce que là on était sur des faits d'agression sexuelle, même de viol. Pas dans les 5 que j'ai défendus, mais il y en a ensuite qui ont osé parler, qui sont sur des faits de viol. Le fait que la SNCF continue à travailler avec cette entreprise est extrêmement problématique. Donc en effet, on aimerait bien obtenir qu'ils choisissent un autre prestataire de service, qu'ils reprennent l'intégralité des salariés comme la convention collective l'impose dans le nettoyage, et qu'ils en profitent pour réintégrer les 2 salariés qui ont perdu abusivement leur emploi avec leur ancienneté. Donc ça, c'est le prochain combat qui sera pas un combat juridique que je pourrais mener devant les tribunaux parce que là, pour le coup, on est en dehors du droit, on est sur la moralité des affaires, c'est pas gagné. Mais je suis sûre que Sudvrail va réussir à se faire entendre. Il faut appuyer sur la RSE, c'est leur Non, mais nous, on parlera, mais on ne pourra pas faire d'action juridique. Et dans ce dossier, il y a un autre enjeu, c'est que moi, j'ai reçu 11 femmes qui dénoncent des violences sexuelles dans cette entreprise. Il y en a 4 qui ont attaqué. Donc, il y en a encore 7 qui peuvent le faire. Enfin, sur les 7, il y en a une qui l'a fait, qui a porté plainte pour viol et qui attaque Ashreigné devant le conseil de prud'homme également. Et je pense qu'on peut aussi avoir une pensée pour un monsieur qui a témoigné in extremis avant l'audience du bureau de départage en septembre, qui est encore en poste et dont le témoignage a été excessivement important pour convaincre le conseil de prud'homme, puisque lui témoignait d'avoir fait des attestations mensongères contre Karima ici présente, et c'est sur la base de ces rapports à lui, à l'employeur, qu'elle a été licenciée. Et donc 2 jours avant l'audience, pris de remords, il nous a contactés pour en témoigner, quitte à prendre le risque de subir des mesures de rétorsion également, et de fait il est toujours en arrêt maladie et il n'ose pas retourner au travail. Voilà. Des questions. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. On va passer donc aux questions. Bonsoir. Effectivement, je voudrais juste un petit mot, bravo pour votre solidarité, parce qu'en fait c'est ça qui fait le plus mal en règle générale, donc c'est exceptionnel, bon courage à vous tous. Moi je voulais juste avoir confirmation de 2 choses sur le délai de prescription, est-ce qu'il est bien de 6 ans, et aussi si au civil, en fait je voulais juste savoir si l'histoire de la diffamation, c'était bien juste au civil et pas au pénal et pas au civil, pardon. Parce que quand on va au civil, en règle générale, on ne peut pas être attaqué pour diffamation. C'était la confirmation que je voulais avoir de votre part. Alors sur le délai de prescription, en fait, les délais de prescription sont passés à 6 ans le 1er mars 2017. Et donc, ces délais-là sont applicables de manière rétroactive au fait qu'ils n'étaient pas déjà prescrits à cette date. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc, si au 1er mars 2017, parce que c'était 3 ans. C'était 3 ans avant, les délits de 3 ans et les crimes qui se prescrivent au bout de 10 ans n'étaient pas encore prescrits au 1er mars 2017. Ils bénéficient de l'allongement du délai de prescription. Donc, en gros, pour être clair, depuis le 1er mars, les délits de prescription des délits, c'est 6 ans et c'est 20 ans pour les crimes. Et ces délits rallongés de 6 ans et de 20 ans bénéficient aussi aux victimes d'infractions qui ont été commises antérieurement au 1er mars 2017,
s'il n'était pas déjà prescrit au moment où la loi est rentrée en vigueur. C'était passé moins de 3 ans avant, quoi. Voilà, moins de 3 ans ou moins de 10 ans avant. D'accord. Voilà. Et sur le deuxième point, alors je suis pas sûre d'avoir exactement compris votre question, alors... au niveau de la diffamation, en fait, souvent on en entend parler au pénal. Parce que c'est un délit pénal. Hein. Les femmes qui sont... voilà, c'est ça. C'est un délit pénal, mais elles peuvent le faire si elles... en fait, elles n'ont pas besoin de faire ça au pénal. Ce que vous dites, il suffit... Bon, au civil, on ne peut pas reprocher à une personne si, la même chose. C'est-à-dire que... Non, mais... En fait, on peut tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'une personne peut être poursuivie civilement pour diffamation devant le TGI. Elle peut être poursuivie pénalement pour diffamation devant le tribunal correctionnel. Sauf que depuis le 28 septembre 2016, la Cour de cassation interdit les poursuites pour diffamation à l'encontre de salariés qui ont dénoncé du harcèlement moral ou sexuel dans leurs entreprises. Donc là, il y a vraiment un arrêt qui est extrêmement protecteur. Donc, parce qu'en fait, c'est un peu technique, mais les poursuites pour dénonciation calomnieuse sont possibles à l'encontre des salariés qui ont révélé du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Parce que au pénal, la charge de la preuve incombe en matière de dénonciation calomnieuse, incombe à l'accusation de manière exclusive. Alors qu'en matière de diffamation, il y a une présomption de mauvaise foi des personnes qui sont poursuivies pour diffamation. Et là, la Cour de cassation a considéré que cette présomption était trop attentatoire à la liberté d'expression qu'elle garantit par ailleurs pour les salariés victimes de harcèlement sexuel ou moral. Mais elles peuvent être poursuivies pour dénonciation. Elles peuvent être poursuivies pour dénonciation calomnieuse, mais plus pour diffamation. C'est plus possible depuis 1 an. Et alors, le délit de dénonciation calomnieuse, il a été en grande partie inactivé par une réforme qui a déjà quelques années, qui date de 2010. Sans rentrer dans les détails, donc avant 2010, c'était un vrai danger en fait pour les victimes de violences sexuelles de dénoncer publiquement, de porter plainte, parce que si elles perdaient leur procédure, il y avait un risque de condamnation quasi automatique pour dénonciation calomnieuse. Même automatique, ouais. Ouais, automatique, en matière de viol en tout cas. Quand elles avaient porté plainte pour viol, la condamnation pour dénonciation calomnieuse était quasi automatique, parce qu'elles ne pouvaient pas dire qu'elles s'étaient trompées, puisque les faits avaient été commis sur leur propre corps. Par contre, en matière de harcèlement sexuel, elles pouvaient quand même se défendre en disant qu'elles s'étaient trompées et en reprenant en fait la rhétorique qu'on a déjà présentée dans les minutes précédentes, en disant en fait j'ai cru que c'était du harcèlement sexuel, mais j'avais pas bien compris qu'en fait ils voulaient juste me draguer, quoi. Et donc comme elles pouvaient donc arguer de leur bonne foi et être relaxées du chef de dénonciation calomnieuse. Depuis 2010, la loi a changé et cette automaticité elle a été supprimée en fait. Grâce à un combat de la VFT qui a abouti notamment à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans le dossier d'une dame qui s'appelle Agnès, qui avait été condamnée pour dénonciation calomnieuse après avoir porté plainte pour viol contre son patron, à des sommes d'ailleurs très très importantes, enfin une peine qui était absolument scandaleuse. Nous on n'a jamais douté évidemment de son innocence sur le terrain de la dénonciation calomnieuse, mais on n'a même jamais douté qu'elle avait été victime de viol, et on a engagé à ses côtés un combat qui a duré 20 ans, à la fois pour faire réformer le délit, et on l'a obtenu en 2011. Donc c'est beaucoup moins dangereux aujourd'hui en fait pour une femme de dénoncer les violences dont elle est victime depuis cette réforme. Et puis aussi pour sa restauration judiciaire. C'était Maud, son avocate, devant la Cour d'appel de Paris, qui l'a relaxé du chef de dénonciation calomnieuse et qui l'a indemnisé, mal de notre point de vue, mais à hauteur de 50 000 € tout de même. Pour 20 ans d'avoir été accusée voilà. À tort. Pour en fait l'erreur judiciaire. Donc ça c'est une décision de septembre 2015. L'année dernière je sais plus. 2015 déjà, non? Je sais plus. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est moins de 2 ans. Voilà. Merci beaucoup. On verra comment s'en sortent les dames du parti écolo, puisque maintenant elles sont poursuivies. À mon avis, il ne reste que pas grand-chose. Ouais. Tant mieux. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, votre présentation et vos combats. J'ai bien entendu qu'il y avait seulement 18% des entreprises qui avaient déjà mis en place des systèmes de prévention. Est-ce que vous auriez des conseils de systèmes, des idées de systèmes de prévention efficaces
Parce que s'il n'y en a que 18% qui le mettent en place, c'est que soit ils ne sont pas du tout informés, soit, enfin, j'imagine qu'ils s'en foutent. Mais voilà, tous les autres... Marilyn, qui forme les employeurs aussi, va pouvoir vous répondre. Donc oui, la VFT, c'est aussi un organisme de formation et on répond à de nombreuses commandes en fait, d'employeurs qui souhaitent se doter de ces politiques de prévention. Sur l'année 2017, on aura fait 80 jours de formation, notamment pour des employeurs privés et publics. Donc c'est difficile en fait de répondre à cette question parce que ça dépend de tout un tas de paramètres, notamment qui ont trait à la taille de l'entreprise, à ce qui existe déjà, à l'existence... à la structuration de l'entreprise. Mais en gros, c'est hyper cadré par ailleurs par la jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que pour que l'employeur puisse échapper à une condamnation sur le terrain du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, il faut qu'il puisse justifier d'avoir mis en place, d'avoir organisé des journées d'information et de formation de tout le collectif de travail. Donc c'est une exigence qui est quand même extrêmement lourde, qui pèse sur les employeurs. Mais la lourdeur de cette exigence, pour nous, elle est à la hauteur en fait, de l'enjeu que les femmes ne soient pas victimes de ces violences, tout simplement. Et donc, les journées de formation, on voit bien à quoi ça peut ressembler. Journée de formation, type de celle qu'on peut proposer à la VFT, où on passe du temps à décortiquer ce qu'est le harcèlement sexuel, quelles sont les réactions typiques des victimes, les stratégies classiques des agresseurs pour arriver à leur fin, quelles sont les obligations de l'employeur, comment on établit la preuve, comment un employeur peut mener une enquête interne, ce qui est une obligation légale pour lui, comment cette enquête elle peut être sérieuse, impartiale, et quelles sont les sanctions qui peuvent être prises, comment il communique aussi sur ce qu'il fait, parce que ça fait partie de la prévention que les employeurs communiquent sur l'existant de manière extrêmement régulière, qui communiquent aussi sur les sanctions, parce que nous, parfois, on accompagne des entreprises dans la mise en place de protocoles de traitement des plaintes, ils font tout bien, et puis finalement, quand ils sanctionnent, personne ne le sait, alors que ça fait partie intégrante de la prévention. Voilà, c'est l'histoire du feu rouge et du feu vert. Si on sait que le feu rouge a fonctionné dans l'entreprise, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas, parce que les harceleurs, ce n'est pas des grands animaux qui sont esclaves de leur pulsion sexuelle, c'est des gens qui mesurent les risques qu'ils prennent, et s'il y a des risques, ils ne les prennent pas, tout simplement. Donc c'est efficace. Enfin, tout ça pour dire que c'est efficace, en fait, une politique de prévention dans une entreprise, et que ça peut passer par tout un tas de trucs. Je sais pas, nous, ça nous est déjà arrivé de conseiller à une entreprise qui a un restaurant d'entreprise, de faire imprimer des sets de table sur les plateaux repas avec un rappel à la loi. Et puis tout le monde en parle pendant toute la semaine où il y a les sets de table sur les plateaux repas. Et donc ça devient un vrai sujet dans l'entreprise. Ça peut passer, nous on travaille avec une compagnie de théâtre qui fait du théâtre forum, avec un module spécial sur le harcèlement sexuel qui tourne pas mal en fait avec nous. Donc on fait 2 heures de théâtre forum et 1h30 de conférence débat un peu plus juridique. Donc ça fait un module de 3h30 qu'on propose aux entreprises. Enfin, nous on a un catalogue enfin, c'est pas les idées qui manquent quoi. Il y a vraiment des choses à faire. On peut organiser une soirée débat avec un film à l'intention des salariés. Pour la CESEM, récemment on a fait une conférence pour 150 salariés sur 800 avec un système de témoignages anonymes des salariés sur un panneau dans le hall de l'entreprise qui a extrêmement bien fonctionné, qui permet que tout le monde en parle. En fait, l'idée, c'est que les gens en parlent et que les victimes sachent à qui s'adresser en fait, quand elles sont confrontées au harcèlement sexuel, et que les potentiels harceleurs sachent ce qui risque de leur arriver s'ils harcèlent. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bonsoir. On se pose très vite la question des recours dans l'entreprise et notamment du rôle des représentants du personnel. Alors on voit que les syndicats ont toute leur utilité, mais je pense aux délégués du personnel et leurs droits d'alerte, au CHSCT aussi sur le terrain de la prévention. Et je serais curieux de savoir en fait, dans les cas dont vous nous parlez, quel est le rôle ou le relais que ça représente dans l'entreprise ou une protection pour les femmes qui sont victimes de harcèlement. Merci.
Alors, malheureusement, le retour n'est pas toujours très favorable. Je ne sais pas si j'ai un exemple en tête où ça s'est super bien passé grâce à l'enquête du CHSCT. T'en as, toi? Oui, le dossier dont je vous parlais, qu'on a obtenu, dans lequel on a obtenu la consécration de la notion de harcèlement sexuel et environnemental, c'est justement parce qu'en fait, tout a fonctionné dans ce dossier. Tout a bien marché. En fait, la victime était syndicaliste, hein, ça a beaucoup aidé. Donc son syndicat d'appartenance a mis la question du harcèlement sexuel à l'ordre du jour du CHSCT, a exigé de l'employeur que l'enquête soit externalisée, parce que ça faisait des mois en fait qu'il faisait de la résistance, qu'il était dans le déni de ce qui se passait, donc on n'avait aucune garantie que s'il menait une enquête, elle serait sérieuse et impartiale, justement, qui sont les critères posés par la jurisprudence sociale. Et donc a exigé que ce soit un cabinet de conseil agréé CHSCT qui mène l'enquête, ce qui a été refusé par l'employeur, c'est le TGI qui a tranché. Enfin bref, et donc en fait le syndicat a aussi exercé tous les recours existants pour contraindre l'employeur. Et ça a marché, il y a eu cette enquête qui a été faite par un cabinet extérieur et qui a permis en fait de collecter des éléments de preuve qu'on n'aurait pas eu si ça n'avait pas été un prestataire extérieur qui avait mené cette enquête. Après, pour être tout à fait honnête, on n'a pas des millions d'exemples à vous citer, et c'est vrai que c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu difficile en fait de regretter la disparition du droit d'alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés avec les ordonnances travail, alors que ce droit a été très largement inusité en fait par ceux qui pouvaient l'exercer, notamment en matière de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Donc, bon voilà, enfin c'est... Aujourd'hui, on a un peu de mal en fait à dire, bah, regardez, vous nous privez de ce droit qui a permis de faire ça, ça, ça et ça. Voilà. On a quelques exemples à citer. Et ce qui est un peu triste, hein, c'est qu'en fait, ces recours internes dans l'entreprise qui sont mis à mal par les réformes du droit du travail, en fait, c'est aussi à un moment où ça commençait à frémir, en fait. Voilà. On commençait à sentir que les syndicats mesuraient en fait l'intérêt de les utiliser dans ces dossiers-là et commençaient à le faire. Voilà. Et donc c'est vraiment toutes ces initiatives-là qui sont fauchées par les réformes du droit du travail. Mais ils n'étaient pas formés, les membres du CHSCT aussi. Oui, c'est ça, ils ne ouais. connaissent rien. Moi, je suis membre du CHSCT depuis peu et on a eu une reconduction jusqu'en novembre 2018 parce c'est un gros truc, donc. La DRH a dit on va peut-être pas tout toucher tout maintenant. Donc on est un peu angoissé parce que on n'a jamais utilisé la demande d'expertise. Moi ça fait 37 ans que je suis dans cette boîte. L'expertise n'a jamais été utilisée. Là je l'ai demandé in extremis en disant est-ce qu'on peut encore, parce que comme il est prorogé, est-ce qu'on peut encore le faire pour des cas de harcèlement dans une direction, c'est une horreur. Mais personne n'est au courant. Mais même de la base du code du travail. Il y a des gens, des membres du CHSCT, puisque c'est collégial, qui, article L4121-1, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont membres du CHSCT. Moi, je suis horrifiée. J'ai été élue comme ça parce que j'en avais marre que rien ne se passe en disant je vais peut-être attaquer par là. Mais ils ne connaissent rien, il y a un manque absolument de formation. Oui, non, il y a un problème de formation et en plus sur le harcèlement sexuel, il y a aussi des idées préconçues qui sont celles de la société en règle générale. Les délégués du personnel ne sont pas plus à l'abri malheureusement des rapports sexistes et des clichés sexistes. Et voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est pas un acquis, c'est pas parce qu'on est face à un élu que pour autant on va être face à quelqu'un qui va avoir les bons réflexes. Alors, juste dire que parmi les employeurs en fait, que je citais au titre, qui nous commandent des formations, il y a aussi des organisations syndicales qui font appel à nous non pas pour former des militants dans les entreprises, mais pour se former eux en tant qu'employeurs, parce que c'est aussi des patrons en fait, les syndicats. Alors, on va juste faire une question. Oui, parce que là, ça fait longtemps qu'elle demandait la parole. Et après, on va devoir s'arrêter là. Parce que, en fait, j'avais une question, mais je crois que vous avez répondu. Quand un jugement au prud'homme est passé et que l'employeur est reconnu coupable, enfin responsable, il peut ne rien se passer après pour les salariés qui sont nommés dans le procès.
C'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de sanction. L'entreprise ne doit pas se retourner. Dans le Code du travail, il y a une obligation normalement de sanction de l'employeur. Il y a marqué il est passible, que le salarié est passible de sanction. Nous, on estime qu'il doit être sanctionné. Moi, j'estime qu'un employeur qui laisse un harceleur sur le lieu de travail, de toute façon, il viole son obligation de sécurité de résultat, tout simplement. Donc, de toute façon, il doit l'exclure de la communauté de travail. À partir du moment où c'est lui qui est le risque de l'atteinte de la santé. Donc, il devrait automatiquement se passer quelque chose. Et c'est pas parce que le Code du travail dit qu'il est passible de sanctions disciplinaires. En fait, si on respecte l'obligation de sécurité de résultat, il doit être sanctionné. Alors après, nous, on estime par exemple dans le dossier H-Régnier que tous les chefs d'équipe qui ont été visés et le directeur d'établissement qui est pas loin finalement de couvrir tout ça, enfin même qui couvre tout ça, devraient être sanctionnés. Le débat qu'on va nous opposer, c'est de savoir est-ce qu'il y a prescription ou non, puisque les faits remontent à plus de 2 mois et c'est disciplinaire. Donc, je pense que ce qu'on va dire, c'est qu'à partir du moment où... en fait, ils n'ont pas arrêté de nous dire pendant tout le dossier, on ne peut pas les sanctionner à présomption d'innocence. Oui, mais on n'est pas au pénal, on ne leur demande pas de les mettre en prison, leur chef d'équipe, on demande de les virer, parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui laissent présumer, quand il y a une dizaine de femmes qui disent la même chose et qu'il y a des témoins hommes qui disent la même chose et qu'il y a une enquête du défenseur des droits qui a auditionné tout le monde et qui dit après l'audition, mais il est évident que ces femmes sont victimes de discrimination, de harcèlement sexuel, de non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur, la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir dans le débat, on n'est pas au pénal, on est au civil, et il a une obligation de sécurité. Donc il aurait dû les licencier plus longtemps. Et il se cachait derrière l'avènement de cette décision de justice. Donc maintenant que la décision de justice est arrivée, on attend de voir s'il va les sanctionner. Et on va attendre de voir s'il a le culot de nous dire qu'il est pris dans les délais de prescription. Voilà. Et il peut les sanctionner pour harcèlement sexuel. Ah oui, c'est une faute. C'est une faute grave même, dit la Cour de cassation. Mais c'est pas un terme juridique qui appartient au domaine de la justice. L'employeur peut qualifier des Ah oui, bien sûr. Et le harcèlement moral aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a des cas de licenciement, heureusement, pas forcément nombreux, mais pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel. À vrai dire, l'essentiel du contentieux, il porte là-dessus. L'essentiel du contentieux du harcèlement sexuel devant les conseils de prud'homme, c'est pas les victimes qui attaquent leurs employeurs, ce sont ceux qui sont les hommes licenciés qui attaquent leurs employeurs pour faire considérer le licenciement abusif. Et c'est l'essentiel du contentieux. Et dans 90% des cas, le conseil de prud'homme valide les licenciements. Pour faute grave. Pour faute grave. Donc quand les employeurs nous disent c'est très compliqué parce que derrière on est systématiquement condamné au prud'homme, c'est faux en fait. Quand on regarde les statistiques, c'est complètement faux. Le micro est... Oui. Moi je suis déléguée du personnel à BNP Paribas. Vous avez dû voir dans la presse les articles, sur le net, les articles de Libération. Donc on se heurte, alors il y a des tas d'accords qui donnent qui sont d'ailleurs pas forcément très bien ficelés, mais il y a des accords, l'entreprise s'en sert devant les tribunaux, enfin c'est surtout dans les cas de harcèlement moral, on n'en a pas beaucoup qui remontent de harcèlement sexuel, elle s'en sert pour dire voilà on fait tout bien, et en réalité comme c'est une entreprise où il y a énormément de services et de directions différentes, en réalité quand on leur fait remonter des cas, que ce soit au niveau CHCCT, au niveau délégué du personnel, on se heurte à énormément de déni. Et en réalité, ils couvrent beaucoup les agissements des responsables. Et là, dans le cas cité par l'IB, ils sont toujours en place, les harceleurs, ils sont toujours en poste. Et donc, c'est une lutte extrêmement difficile. Et moi, ce que je constate dans mes dossiers, c'est que quand on est face à des grosses entreprises, on a en effet des gros systèmes de prévention avec tout plein de process. Mais quand on commence à faire des sommations de communiqués dans les dossiers en disant « Ah bah vous avez prévu normalement de devoir saisir tel organe et puis de passer par tel supérieur pour faire l'enquête, etc. » Eh bien, on n'a aucune réponse. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gros systèmes de prévention, mais ils ne les appliquent pas. Donc, et ça, je le constate là dans un dossier actuellement que j'ai contre la Poste où j'ai fait des sommations de communiqués pour justifier que la procédure avait été respectée et je n'ai aucune réponse de l'avocate adverse parce que je pense que rien n'a été respecté en fait. Et le secteur bancaire, un secteur qu'on connaît bien. Ouais. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on peut les remercier vivement.